Ils pensaient m'avoir enterré, oublié, effacé. Pendant 14 ans, je n'avais été qu'une ombre dans leur passé, une erreur qu'ils avaient rejetée sans réfléchir. Point pour eux, j'avais disparu, je m'étais évanoui dans le vide, je n'étais plus qu'un inconvénient dont on se débarrasse. Mais ce soir, j'ai franchi ces portes dorées, non pas comme la jeune fille sans défense qu'ils avaient jetée, mais comme l'événement qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et alors que je me tenais au cœur de leur monde parfait et poli, observant leur vie soigneusement construite commencer à se fissurer, j'ai souri. Parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je suis entré dans la grande salle de bal, mes talons claquant sur le sol en marbre poli. L'air était chargé de richesse, de celles qui dégoulinent des lustres de cristal et qui brillent dans les décors dorés. Chaque détail criait l'opulence. Les nappes de soie, les rires murmurés des invités drapés dans des robes de créateurs. Le léger tintement des flûtes de champagne levées en guise de toast. C'était le genre d'endroit où les gens comme moi n'étaient pas censés exister. Et pourtant, j'étais là. Dès que j'ai franchi le seuil, la réaction a été immédiate. Une vague de malaise s'est répandue dans la foule. Les regards se sont tournés vers moi, certains remplis de curiosité, d'autres d'irritation. Mais c'est la réaction de ma famille qui a fait que ce moment en valait la peine. Au centre de la pièce, entourée d'invités, ma mère s'est figée au milieu de sa coupe de champagne. Ses lèvres se retroussent, le dégoût s'affiche sur ses traits acérés. Qu'est-ce que cette fille inutile fait ici, a-t-elle sifflé, suffisamment fort pour que les personnes autour d'elle l'entendent. Elle, ma sœur cadette, l'enfant chéri, celle qui avait tout pris sans jamais avoir à se battre pour cela, se retourna lentement. Elle croisa les bras sur sa robe de mariée. Son expression était un masque de contrôle. Mais la subtile crispation du coin de sa bouche trahissait son irritation. Tu n'es pas sur la liste des invités, a-t-elle dit sans ambages. J'ai souri. Je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux. Je n'étais rien pour eux depuis 14 ans. Un fardeau jeté au rebut. Un inconvénient. Et pourtant, ils étaient là, agissant comme si ma simple présence était une tâche dans leur monde parfait et poli. Puis Ron, le fiancé d'elle, s'est avancé. Grand, confiant, suffisant, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Sa respiration s'est arrêtée, son corps s'est tendu. Reconnaissance. La peur. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Son visage s'est vidé de ses couleurs. J'avançai d'un pas lent, savourant le malaise qui s'installait dans la pièce. Tu ne sais vraiment rien, murmurai-je. Elle fronça les sourcils. Jetant un coup d'œil entre Ron et moi. La tension qui régnait dans la pièce était suffisamment forte pour étouffer. Ils pensaient m'avoir enterré, oublié. Mais ce soir, dans ce grand étalage de richesse et de statut, j'étais revenu. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et la nuit où ils m'ont jeté dehors était glaciale, le genre de froid qui s'infiltre dans vos os, transformant chaque respiration en un rappel aigu et douloureux que je n'avais nulle part où aller. Mes doigts tremblaient en serrant la fine veste qui m'enveloppait. Ma valise. Un objet bon marché et usé. Posé à mes pieds sur le seuil de la seule maison que j'ai jamais connue. Mais la porte derrière moi s'était déjà refermée. Pas d'adieu. Pas d'hésitation. Juste la finalité de cette porte en bois qui s'est enclenchée, m'excluant de leur vie comme si je n'avais jamais existé. Les mots de mon père résonnent encore à mes oreilles. Tu es un adulte. Débrouille-toi. Sa voix était dépourvue de chaleur. Sans la moindre trace de regret. À côté de lui, ma mère s'était contentée de détourner le regard, ne m'accordant même pas la dignité d'un contact visuel. Je n'étais plus sa fille. J'étais un problème résolu, un fardeau enlevé. Étagelle, elle avait souri, souriait même. La même expression d'autosatisfaction qu'elle arborait toujours lorsqu'elle obtenait exactement ce qu'elle voulait. Je suppose que tu es enfin sorti de notre vie, avait-elle dit, la voix chargée d'amusement. Bonne chance pour survivre sans nous. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je survive. J'ai marché pendant des heures cette nuit-là. Les rues se brouillaient devant moi, inconnues et peu accueillantes. Chaque pas me semblait plus lourd, chaque respiration plus difficile. Lorsque l'épuisement m'a forcé à m'arrêter, mes jambes me faisaient mal et mes mains étaient engourdies. Je me suis retrouvée derrière un petit restaurant à la périphérie de la ville. Attirée par la chaleur qui s'échappait des bouches d'aération de la cuisine. L'odeur de graisse et de pain emplissait l'air de la nuit, me tordant douloureusement l'estomac. Je n'avais pas mangé depuis ce matin-là et la faim me tenaillait les entrailles. Je me suis accroupie près de la benne à ordures, me recroquevillant sur moi-même, essayant de trouver ne serait-ce qu'un peu de chaleur.
J'ai dû m'assoupir, car l'instant d'après, une ombre s'est profilée au-dessus de moi. Tu as l'intention de mourir ici? Ou tu n'es pas doué pour choisir un endroit où dormir? Mes yeux se sont ouverts en un clin d'œil et j'ai vu une femme d'âge moyen qui se tenait au-dessus de moi. Elle avait des yeux perçants, un épais manteau d'hiver et une cigarette pendait à ses lèvres. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade. Je suis désolée, je vais partir. Elle a expiré une bouffée de fumée et m'a regardé pendant un long moment. Puis, au lieu de me dire d'aller me faire voir ailleurs, elle a jeté sa cigarette sur le trottoir et a fait un geste en direction de la porte de derrière. Quitte à traîner, autant se rendre utile. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a croisé les bras. À l'intérieur, il y a une serpillière et un seau. Tu nettoies, tu manges. Marché conclu? Je n'ai pas hésité. Je l'ai fait. Cette nuit-là, j'ai passé la serpillière jusqu'à ce que mes bras brûlent, mais je m'en fichais. Parce que pour la première fois depuis que j'avais été jetée, j'avais quelque chose, aussi petit soit-il, à quoi m'accrocher. Rita, la propriétaire du restaurant, était bourrue, impatiente et sentait toujours le café et la cigarette. Mais elle m'a laissé dormir dans la réserve cette nuit-là. À la fin de la semaine, elle me payait au noir. À la fin du mois, j'avais économisé suffisamment pour me payer une chambre de motel bon marché. Chaque soir, en essuyant les tables et en débarrassant la vaisselle sale, je me répétais la même promesse. Un jour, je leur ferai regretter cela. Un jour, ils regretteront de m'avoir tourné le dos. Les années qui ont suivi ont été brutales. Chaque centime que je gagnais au restaurant allait directement à la survie. La nourriture, le loyer, un livre d'occasion. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes pieds mangent, que mes mains soient à vif à force de frotter les comptoirs et de laver les sols. Mais je ne me suis jamais plaint, car je savais que ce n'était pas ma fin. Ce n'était que le début. Un emploi s'est transformé en 2. Puis 3. Je travaillais le matin au restaurant, je nettoyais des bureaux le soir et je passais les week-ends à faire des gardes dans une épicerie locale. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Chaque dollar supplémentaire était mis de côté, car j'avais un plan. À 19 ans, je me suis inscrite dans un collège communautaire, en me débrouillant avec les aides financières que je pouvais trouver. J'étudiais pendant mes pauses. J'écrivais des essais sur des serviettes de table lorsque je manquais de papier et je dévorais tous les livres de commerce qui me tombaient sous la main. Le jour où j'ai obtenu une bourse d'études dans une école de commerce de premier plan, je me suis tenue dans la cuisine vide du restaurant et je me suis laissée aller à pleurer, juste pour un moment. Puis je me suis mise au travail. À 23 ans, j'ai décroché mon premier stage dans une start-up en plein essor. J'étais la première arrivée et la dernière à partir. Je posais des questions, j'étudiais chaque décision prise par les dirigeants, j'apprenais le langage du pouvoir et de l'influence. Alors que mes collègues prenaient leur pause déjeuner, je restais à mon bureau, à faire des projections et à étudier les tendances du marché. Je n'avais rien à me mettre sous la dent. Aucun filet de sécurité. L'échec n'a donc jamais été une option. À 27 ans, j'ai lancé ma propre entreprise. Une marque de nutrition médicale conçue pour perturber un secteur saturé de produits inefficaces et hors de prix. J'avais passé des années à étudier les failles du système, à identifier les lacunes et à apprendre à naviguer dans les méandres du monde des affaires. Je n'avais pas la richesse ou les relations de ma famille, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais des connaissances et je savais comment les utiliser. La première année a été brutale. Les concurrents ont essayé de m'écraser avant que je ne prenne de l'élan. Les investisseurs me riaient au nez. Mais j'ai continué à pousser. Et la deuxième année, mes produits étaient stockés chez les principaux détaillants. La troisième année, nous étions un nom du secteur. La quatrième année, nous dominions le marché. Un empire de plusieurs millions de dollars, construit à partir de rien. Et ma famille n'en avait aucune idée. Je ne l'ai jamais contacté. Il ne méritait pas de savoir. Mais j'ai regardé. Elle se complaisait dans l'illusion de la perfection, grimpant l'échelle sociale, faisant étalage d'une vie bâtie sur des privilèges qu'elle n'avait jamais mérités. Mes parents géraient toujours leur clinique familiale, leur réputation était intacte, en apparence. Mais sous cet extérieur poli, des fissures se formaient. J'étais au courant de la fraude à l'assurance. Les dossiers falsifiés des patients. Le blanchiment d'argent. J'ai recueilli tous les détails, sans jamais me précipiter, sans jamais frapper trop tôt. Car j'avais appris quelque chose de bien plus précieux que les stratégies commerciales ou la gestion financière.
J'avais appris la patience. Et si je les revoyais un jour? Je m'assurerais de me tenir debout. Non plus la fille indésirable et rejetée qu'ils avaient laissée derrière eux. Mais la femme qu'ils n'ont jamais vue venir. Et la pièce avait déjà commencé à se transformer au moment où je suis entrée. Mais ce n'est que lorsque j'ai fait un pas en avant que les fissures ont vraiment commencé à apparaître. Les lèvres d'elle se retroussèrent en un sourire narquois. Le même rictus condescendant qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Elle m'a regardé de haut en bas. Les bras croisés. Ses ongles parfaitement manucurés tapaient impatiemment contre son avant-bras. « Tu n'es pas sur la liste des invités ?» a-t-elle dit sans embâge. Sa voix a traversé la pièce, attirant l'attention. J'ai souri, lentement, délibérément. Oh, mais j'ai été invitée. Une lueur de confusion a traversé son visage avant qu'elle ne la recouvre d'un autre practice golf. Par qui? Personne ici ne veut de toi. C'était le problème avec elle. Elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle pouvait dicter qui comptait et qui ne comptait pas. Que son approbation était la seule validation dont quelqu'un pouvait avoir besoin. Elle pensait toujours que j'étais cette fille, qui cherchait désespérément une place dans son monde. Ce n'était pas le cas. Et j'étais sur le point de le prouver. Ron, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est soudain déplacé à côté d'elle. Il m'observait depuis le moment où j'étais entré. Ses sourcils étaient froncés, sa mâchoire serrée. Son visage s'était vidé de ses couleurs. La reconnaissance. Et puis la peur. Il a fait un pas vers moi. Sa voix était inégale. Attendez. Cette femme est... J'ai penché la tête, laissant la tension s'étirer un peu plus longtemps avant de parler. Tu ne sais vraiment rien? Il déglutit difficilement. Elle fronça les sourcils, regardant entre nous. Mais qu'est-ce qui se passe? S'exclama-t-elle. Je fis un nouveau pas en avant. Mes talons claquaient sur le sol de marbre. Ma robe noire élégante s'écoulait sans effort à chacun de mes mouvements. Je ne me suis pas précipitée. J'ai laissé le poids du moment se faire sentir. Je dois dire, murmurai-je en laissant mon regard parcourir la pièce. Je m'attendais à mieux de ta part, elle. Elle s'est moquée. Oh, je t'en prie. Un rire amer s'échappe de ses lèvres tandis qu'elle rejette ses cheveux sur son épaule. Tu arrives ici, habillé comme si tu étais à ta place, mais tu es toujours le même désordre pathétique que tu étais quand nous t'avons jeté dehors. Les mots étaient destinés à piquer. Mais je m'étais débarrassé du poids de leur cruauté il y a des années. J'ai simplement souri. C'est ce que tu te dis? Ai-je demandé d'une voix douce? Sans me préoccuper du fait que je n'ai jamais rien valu. Elle a roulé des yeux. Ce n'est pas le cas. Tu as à peine réussi à terminer le lycée. Tu n'as même pas pu aller à l'université. J'ai arqué un sourcil. Oh, elle a souri, complètement sûre d'elle. Tu vas me dire que tu as réussi maintenant, je t'en prie. Contrairement à toi, j'ai fait quelque chose de ma vie. J'expire en secouant légèrement la tête. C'est drôle, me dis-je, parce que je me souviens très bien que tu n'as jamais été diplômé de l'école de médecine. La pièce est devenue complètement immobile. Un murmure a parcouru les invités. Des chuchotements à peine dissimulés derrière des mains manucurées. L'expression d'elle affaiblit, juste une seconde, mais je l'ai saisie. Puis elle a éclaté de rire, dédaigneuse. Tu es sérieuse? Elle s'est moquée. Tu mens. J'ai fait des études de médecine. Je suis médecin. J'ai fouillé dans ma pochette et en ai sorti un document soigneusement plié. Vous l'êtes? Demandai-je en dépliant le document avec une attention délibérée. Parce que d'après votre dossier scolaire, vous avez été recalé il y a des années. Le sourire d'elle a disparu. Les invités du mariage se sont penchés. Leur intérêt était à présent à son comble. Ron s'approcha d'un pas, ses sourcils se fronçant tandis qu'il fixait le papier dans mes mains. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était serrée. Contrôlée. Elle se raidit. C'est un faux, dit-elle rapidement. Trop vite. Elle invente. J'y soulevai légèrement le document, l'inclinant vers Ron. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Dis-je doucement. Il hésita, mais ses mains se crispèrent le long de son corps. Il voulait la croire, mais le doute commençait déjà à s'insinuer. Elle se tourna vers lui, son expression changeant, s'adoucissant. Ron, chérie, tu ne l'écoutes pas vraiment, n'est-ce pas? Elle roucoule en lui tendant le bras. Elle a toujours été comme ça.
Elle déforme les choses. Essaie de se donner de l'importance. L'éclairage au gaz. Je l'avais déjà vu faire une centaine de fois. Ron, lui, n'a pas reculé devant son contact. Mais il n'avait pas l'air convaincu non plus. J'y fis un autre pas en avant, baissant la voix juste assez pour qu'elle seule puisse m'entendre. Je me demande sur quoi d'autre tu as menti. Elle resserra sa prise sur le bras de Ron. La panique dans ses yeux me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Un silence pesant s'installa dans la salle de bal, le genre de silence qui pèse lourd et qui étouffe. Elle restait figée, son masque d'arrogance commençant à se fissurer. Mais je n'avais pas fini, loin de elle. J'y tournai mon regard vers mes parents, prenant mon temps, laissant la tension s'étirer comme un fil tendu. Mon père restait figé, la mâchoire serrée, mais je le voyais. La lueur d'inquiétude dans ses yeux, le léger tressaillement de ses doigts. Et ma mère, toujours calme, toujours calculatrice, restait immobile. Mais je la connaissais suffisamment pour reconnaître la crispation de sa posture, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de sa flûte de champagne, un peu trop serrée. J'ai légèrement penché la tête, laissant mon sourire s'élargir. Tu aurais dû être plus prudent, papa, dis-je d'une voix calme, presque amusée. Il pâlit. Elle, encore sous le choc de la révélation concernant son diplôme de médecine inexistant, tourna la tête vers lui. De quoi parle-t-elle, demanda-t-elle. J'avançai encore d'un pas lent, me délectant du silence de mort qui régnait dans la foule. Les invités du mariage, autrefois engagés dans des bavardages et des rires polis, restaient à présent figés, leurs regards se perdant entre moi et ma famille. Vous pensiez pouvoir vous en sortir. J'ai continué, sur un ton léger, presque conversationnel. Le détournement de fonds, la fraude à l'assurance. La falsification des dossiers des patients. Vous pensiez vraiment que personne ne le découvrirait. Le murmure des invités s'est amplifié, le choc se propageant dans la pièce comme une tempête qui s'installe lentement. Les lèvres de mon père s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La main de ma mère se resserra sur son verre, ses jointures devenant blanches. J'ai sorti un autre document soigneusement plié de ma pochette et les tenu entre mes doigts. Merci. Les relevés, dis-je nonchalamment. Des courriels. Des documents juridiques, tous liant la clinique More Family à de multiples chefs d'accusation de fraude financière. Le docteur Peterson, le directeur de l'hôpital qui se tenait au fond de la salle, s'est raidi. Je me suis tourné vers lui et les regardé dans les yeux. Docteur Peterson, ai-je dit, ma voix se frayant un chemin à travers les murmures. Je pense qu'il aimerait savoir qu'elle n'est pas vraiment médecin. La salle s'est mise à gazer collectivement. Le docteur Peterson, un homme à l'allure distinguée, aux cheveux argentés et à la contenance soigneusement maintenue, plissa les yeux. Son regard passe de moi à mon père. Quoi? Sa voix était tranchante. C'est impossible. J'arque un sourcil. C'est vrai, il se tourna vers mon père, son visage s'assombrissant. Vous m'avez dit qu'elle était diplômée. La bouche de mon père s'est ouverte et refermée inutilement. Il avait l'air d'un homme cherchant une issue de secours qui n'existait pas. L'expression du docteur Peterson est devenue glaciale. Avez-vous la moindre idée de ce que cela signifie? De la responsabilité que cela fait peser sur l'hôpital? Nous l'avons autorisée à consulter des patients sur la base de votre parole qu'elle était qualifiée. Elle s'est retournée vers mon père, paniquée. Papa, dis quelque chose. Siffla-t-elle. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Les chuchotements dans la pièce se transformèrent en un véritable murmure de scandale. Les invités ont commencé à s'éloigner de ma famille comme si leur corruption était quelque chose qu'ils pouvaient physiquement éviter. Le docteur Peterson a pris une respiration lente et mesurée avant de se tourner vers son assistante. Appelez le service juridique, ordonna-t-il. Mon père a blêmi. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, dis-je en penchant la tête. Parce qu'il semble que vous commettiez des fraudes depuis des années. Et maintenant, vous vous êtes fait prendre. Elle s'est retournée contre moi, ses yeux brûlants de fureur. Espèce de salope, a-t-elle craché. Je me suis contentée de sourire. Langage, elle. Tu ne voudrais pas gâcher davantage ton image parfaite, n'est-ce pas, Ron, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Sa voix était étrangement calme. Mais ses mains étaient crispées sur ses côtés. C'est donc vrai, demanda-t-il. Son regard s'arrêta sur elle.
Tu as menti sur tout? Elle le regarda, l'air désespéré. Ron, Il leva la main. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Puis, avec un calme définitif, il retira son alliance et la laissa tomber sur le sol en marbre. Elle inspira brusquement lorsque le petit anneau s'entrechoqua contre le sol, le son résonnant plus fort qu'il n'aurait dû dans le silence pesant. Le mariage, l'illusion de la perfection, s'effondrait. Et moi? Je ne faisais que commencer. Le chaos dans la salle de bal avait atteint son paroxysme. Le poids de chaque mensonge exposé pesait sur ma famille, comme un château de cartes qui s'effondre. Elle s'écroulait. Ron n'était plus elle à point. Mon père, autrefois si confiant, si intouchable, se tenait raide, le visage vidé de toute couleur. Mais je n'en avais pas fini. Pas encore. J'y ai fouillé une dernière fois dans ma pochette et en sorti un dernier document. Plus épais que les autres, portant le sceau officiel du gouvernement. J'y l'ai déplié avec soin, prenant mon temps et laissant mon regard balayer mon père, ma mère et elle, m'assurant qu'ils ressentaient chaque seconde du coup imminent. Tu sais, je me suis mise à réfléchir, ma voix se frayant un chemin dans le silence stupéfait. Je pensais avoir tout découvert. Mais imaginez ma surprise lorsque j'ai effectué un contrôle d'identité récemment. Je brandis le papier, l'inclinant juste assez pour que l'invité le plus proche puisse apercevoir l'entête du fisc. Il s'avère que quelqu'un utilise mon numéro de sécurité sociale depuis des années. Mon père s'est raidi. Je souris. Vous voulez deviner qui? Ma mère a inspiré brusquement, ses doigts se resserrant autour de sa coupe de champagne. Elle, toujours par terre, a levé les yeux, hébété, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Mais mon père, lui, savait, j'en ai la preuve, ai-je poursuivi. Fraude fiscale. Blanchiment d'argent, une longue et belle traînée de crimes financiers, tous commodément liés à votre clinique. J'ai penché la tête. Vous pensiez vraiment que le fisc ne le remarquerait pas? Il a craqué. Vous vous croyez meilleur que nous? Sa voix était tranchante, venimeuse, désespérée. J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai fait un pas envers lui. Je n'ai pas besoin de le penser, dis-je, la voix ferme, inébranlable. Je le sais. Un murmure a parcouru les invités, suivi de halètements lorsque le docteur Peterson, le directeur de l'hôpital, a fait un pas en avant. Son expression était crispée par une fureur à peine contenue. C'est plus qu'un scandale, dit-il d'un ton sec. Il se tourne vers son assistante. Appelez le service juridique. Tout de suite. Mon père a reculé d'un pas. Nous pouvons régler ce problème. Non, le docteur Peterson l'a interrompu. Vous ne pouvez pas. Il a jeté un coup d'œil à la sécurité, qui s'était déjà déplacée. Faites-les sortir d'ici. Les gardes n'ont pas perdu de temps. Ils ont saisi les bras de mon père, ignorant ses protestations, et comme il se débattait, je l'ai vu. La panique dans ses yeux. La réalité qui s'imposait. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, m'a-t-il craché alors qu'il le traînait vers la sortie. J'ai souri. Oh, je crois que si. Ma mère, silencieuse pour la première fois de la soirée, m'a suivi. Son visage était étrangement vide. C'était fini, et elle le savait. Elle est restée là où elle était. Son image parfaite a volé en éclats. Elle sanglotait dans ses mains, brisée, humiliée. Je les ai regardés s'éloigner, tandis que leur monde s'effondrait sous le poids de leur propre déception. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment, complètement libre. Et la salle de bal était en ruine, non pas physiquement, mais dans ce qui comptait le plus. L'image parfaite et polie que ma famille avait soigneusement élaborée au fil des ans avait été brisée de manière irrémédiable. Les murmures des invités se sont transformés en chuchotements. Leurs sourires polis ont été remplacés par une fascination scandalisée. Mon père n'était plus là, traîné par la sécurité, sa voix résonnant encore à mes oreilles. Des menaces vides de sens de la part d'un homme qui avait finalement tout perdu. Ma mère avait suivi en silence, sachant qu'il n'y avait plus rien à sauver. Elle était toujours sur le sol, sanglotant dans ses mains, entourée des décombres de la vie qu'elle avait si désespérément essayé de maintenir. Moi, je ne suis pas restée pour me réjouir. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà gagné. Je me suis détournée, ma robe noire flottant derrière moi, et je me suis dirigée vers la sortie. Mes talons ont claqué sur le sol en marbre, mais cette fois,
Le son n'était pas une annonce, c'était une conclusion. Adam m'attendait déjà près des portes, son expression était indéchiffrable, mais je pouvais la lire dans ses yeux. Fierté, amusement, compréhension. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait la réponse. A eu lieu de cela, il a légèrement penché la tête et, de la voix la plus décontractée que l'on puisse imaginer, il a demandé « Alors, du gâteau ?» J'ai cligné des yeux, surpris. Et puis, j'ai ri. Pas le genre poli et retenu. Pas le rire amer et creux que j'avais appris à perfectionner au fil des ans. Un rire vrai, authentique, libre. Celui qui vient du plus profond de soi. Celui que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. J'ai secoué la tête, toujours souriante, et je lui ai tendu la main. Oui, ai-je dit, à bout de souffle. En riant encore. Allons manger du gâteau. Parce que la vengeance n'avait jamais été le but. Il n'avait jamais été question de les faire souffrir. Il n'avait jamais été question de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de partir, sans regarder en arrière. Et savoir que j'avais construit quelque chose de plus grand qu'eux. Sans leur approbation. Sans leur soutien. Sans avoir besoin d'eux. Il s'agissait d'entrer dans le reste de ma vie. Complètement libéré. Pour la première fois en 14 ans, je l'ai ressenti. La liberté.